Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi en fait de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je suis désolé de ne pas pouvoir vous retrouver ni en vrai. Alors, j'aurais adoré pouvoir vous retrouver là-bas et prendre l'avion pour vous rejoindre. Pour plein de raisons, c'était pas possible, mais même de pouvoir le faire en distanciel. J'étais pas, je suis à l'étranger cette semaine et je ne pouvais pas. Donc, du coup, je vous fais cet enregistrement. Je sais que c'est pas l'idéal pour l'interactivité, je sais que c'est pas l'idéal pour faire cette introduction de cette journée qui est importante pour vous, mais je vais essayer le plus possible pendant les 40 minutes en fait qui vont suivre de pouvoir au moins vous montrer à quel point renforcer les compétences psychosociales à l'école, c'est un processus fondamental et qu'il va falloir de plus en plus que l'école vise à travailler en fait ces choses-là. Grâce à la psychologie et aux neurosciences du développement, aujourd'hui, on va pouvoir disposer de plus en plus d'outils qui permettent de le faire et d'améliorer la formation des enseignants, mais aussi le déploiement, tant au primaire que chez les adolescents. Et je vais vous parler beaucoup d'adolescents parce que c'est le cœur de mon travail. Vous allez pouvoir en fait déployer ce genre de choses. Donc c'est pour moi en fait un processus fondamental. Alors voyons un petit peu de quoi on parle quand on parle des compétences psychosociales. Si on regarde un petit peu les définitions, vous avez un excellent rapport de Santé publique France qui est sorti sur le sujet en français et qui vous permet d'avoir tout un tas d'informations sur ces sujets. Je vous invite à aller voir ce rapport de Santé publique France. Pour lui, les compétences psychosociales, c'est ce qui va aider les individus à prendre des décisions éclairées, résoudre des problèmes, penser de façon critique et créative. Donc, vous voyez, prise de décision, résolution de problèmes, pensée critique, créative, être capable de générer des idées, communiquer, donc être capable d'interagir de façon efficace, pas juste communiquer, c'est communiquer de façon efficace avec les autres, avoir des relations saines, apaisées, de l'empathie, être capable de gérer sa vie de manière saine et productive. D'un point de vue psychologique, il y a à peu près tout. En termes de processus, il y a énormément de choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois, on peut les regrouper en plusieurs catégories, à la fois des compétences cognitives, prise de décision, résolution de problèmes, pensée critique, mais aussi créativité, génération d'idées, des compétences sociales, comment je suis capable de communiquer avec les autres, comment je suis capable en fait de négocier, capable de coopérer. Ça s'apprend, c'est pas quelque chose quelque chose d'inné. Mais aussi des compétences émotionnelles. Comment je fais pour comprendre mes émotions, comment je fais pour les exprimer, comment je fais pour les réguler. Réguler ne veut pas dire supprimer ces émotions, réguler veut dire être capable en fait de vivre avec et de pouvoir relativiser en fait ces émotions. Donc pas se laisser submerger, être capable de les accepter sans se faire complètement déborder par ces émotions. Ça implique effectivement un certain nombre de compétences. Donc oui, on va retrouver la résolution de problèmes, prendre des décisions, l'esprit critique. Tout ça, ce sont des mots qu'on entend aujourd'hui un petit peu partout. Vous avez des conférences à la Sorbonne sur la question de l'esprit critique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit critique? Là, c'est une vaste discussion. Je vous invite à aller voir le rapport de Gerald Bronner sur cette question. Gerald Bronner est un sociologue, mais un sociologue cognitiviste qui va véritablement chercher en fait les travaux qui ont été réalisés dans le champ de la psychologie expérimentale, psychologie sociale du raisonnement sur la désinformation pour travailler justement sur cet esprit critique. Alors, la clé de l'ensemble de ces compétences psychosociales, c'est qu'il y en a un certain nombre que vous travaillez déjà à l'école de façon assez traditionnelle. C'est-à-dire que moi, tout le temps à l'école, on m'a dit, on essaye de renforcer l'esprit critique. On va discuter un petit peu de cet esprit critique parce qu'on se rend compte que c'est pas si simple que ça de renforcer l'esprit critique et que ce qu'on pense être esprit critique n'est pas forcément complètement en accord avec ce qu'on voudrait, ou en tout cas ce qu'on aimerait stimuler véritablement chez les élèves. C'est un peu la même chose pour la créativité. Donc je vais vous parler un peu d'esprit critique, je vais vous parler de créativité, et je vais beaucoup vous parler d'émotions et de contextes sociaux pour vous donner quelques clés. Je peux pas vous dire ce que vous devez faire en cours. C'est pas mon objectif, c'est pas mon travail. Je suis pas un pédagogue, je suis un psychologue du développement et qui travaille en neurosciences développementales aussi dans un laboratoire. Mon objectif est de mieux comprendre les processus, mais pas nécessairement de vous dire comment vous devez faire. Mais par contre, je vous orienterai vers certains outils qui sont en cours de déploiement, qui ont été pensés par des collègues qui ont travaillé sur ces sujets et qui permettent de proposer des choses adaptées tant chez les enfants que maintenant chez les adolescents, de manière à pouvoir le travailler efficacement en classe. En particulier sur les émotions et le social, sur ce qui va être de la résolution de problèmes, etc. Là, c'est un petit peu plus délicat, mais je vais aussi vous proposer des pistes de réflexion et des lectures pour que vous puissiez aller plus loin.
40 minutes pour faire une présentation de tout ça. De toute façon, c'est trop court pour qu'on puisse véritablement vous forcer. Donc, c'est juste pour éveiller votre curiosité, changer un peu votre regard sur les adolescents et faire en sorte derrière que vous ayez envie d'en savoir plus et d'aller lire davantage sur ces sujets. Alors, tout ça a des conséquences. Si on veut travailler sur les compétences psychosociales, c'est parce qu'en fait, c'est un facteur protecteur de beaucoup de choses. Et c'est un facteur clé du bien-être et de la santé mentale. Donc, c'est hyper important sur l'anxiété, le stress, tout ça, d'avoir des renforcements en fait aux compétences psychosociales. C'est un facteur protecteur pour les conduites à risque. Ça, c'est hyper important parce que souvent, on travaille après ou on travaille de façon négative sur la prise de risque, en particulier chez les adolescents. C'est-à-dire qu'on va leur dire, ah bah, fumer, c'est pas bien, il faut éviter le cannabis, voilà tout ce que ça peut donner, les drogues, il faut éviter, il faut dire non, etc. Et en fait, en le faisant, on a tendance au contraire à stimuler leur envie et leur curiosité à vouloir en prendre. La seule chose qui marche vraiment sur la prise de risque, c'est de travailler en amont sur les processus psychosociaux qui permettent de mieux y résister. Si vous travaillez sur l'affirmation de soi, si vous travaillez sur le conformisme social de façon explicite et intégrée avec des résultats de la recherche scientifique, vous avez plus de chances d'avoir des effets de transfert sur les conduites à risque parce que comme vous avez travaillé sur leur bien-être, sur leur compréhension de leurs émotions, sur leur compréhension de l'influence sociale, sur leur capacité à dire non, j'ai envie de dire d'une manière générale, vous n'avez pas besoin de travailler après. Vous travaillez en amont sur ces choses-là et vous leur donnez les clés en fait pour pouvoir réussir à ne pas avoir besoin ou envie d'aller chercher des substances psychoactives. Donc c'est vraiment un travail de prévention et la prévention est infiniment plus efficace que de travailler après une fois qu'ils sont déjà engagés dans des conduites addictives. Ça, c'est très difficile. Alors, c'est important de donner des connaissances. C'est important de leur dire aussi qu'il y a un certain nombre d'effets sur les substances qui sont spécifiques à l'adolescence du fait que leur cerveau est encore en développement et n'est pas encore complètement mature. Donc, il y a des effets, par exemple, du cannabis qui existent chez les adolescents qui vont perdurer dans le temps, qui n'existent pas quand on teste les adultes, parce que ça se passe au moment où le cerveau se développe. Donc ça a des effets sur le bien-être et la santé mentale, ça a des effets sur les conduites à risque de diminution, mais ça a aussi des effets sur la réussite scolaire et professionnelle, c'est-à-dire être capable de s'adapter, être capable de résoudre des problèmes, être capable de prendre des bonnes décisions, mais aussi être capable de comprendre comment fonctionne l'autre, comment on fonctionne soi, d'exprimer ce qu'on ressent tout en comprenant ce que l'autre ressent aussi et qui peut ressentir des choses différentes. Toutes ces compétences-là, nous permettent de mieux vivre ensemble d'une manière générale. Et quand on vit mieux ensemble, bah, ça a des retentissements, bien sûr, sur l'insertion professionnelle et sur la réussite scolaire, qui n'est pas uniquement le fait d'être capable de faire des maths. Il y a véritablement, en fait, une dimension sociale qui est importante aussi, tant dans l'engagement que dans la motivation à pouvoir réussir. Et tout ça, est sous-tendu par des compétences psychosociales. Donc, dans l'enseignement, naturellement, on travaille ces compétences psychosociales. Déjà, c'est bien de les identifier, de les expliciter. Deux, il y a un enjeu à les renforcer sur ce qu'on ne fait pas. Par exemple, à l'adolescence, on parle peu des émotions. On parle peu des émotions. On parle peu de l'influence du contexte social et de comment on pourrait résister. Et surtout, trois, on peut le faire partout. C'est-à-dire que de façon coordonnée, on peut l'envisager dans les cours, dans le contenu disciplinaire, je ne sais pas, que ce soit en histoire, il y a plein d'exemples sur la soumission à l'autorité, le conformisme social, ce qu'on peut ressentir émotionnellement, il y a plein de choses, mais c'est vrai aussi en français, quand on travaille la poésie, quand on travaille tout un tas de textes, etc. On peut essayer d'apprendre à avoir du vocabulaire qui permet de décrire ces états-là. On peut apprendre à comprendre que l'autre puisse penser différemment. Donc il y a tout un tas de choses en fait qu'on peut faire. La résolution de problèmes, bien sûr, en maths, on peut le faire, mais comment on fait pour résoudre des problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution? Donc là aussi, on peut travailler la créativité. Et on peut le travailler sur des temps à part, où véritablement, là, on va mettre en situation, on va essayer de penser ces choses-là directement, sans forcément s'intéresser au contenu disciplinaire, mais vraiment pour essayer de renforcer les compétences psychosociales. Les deux approches sont complémentaires et le plus efficace serait effectivement une approche par l'établissement où chacun est engagé de façon cohérente dans un travail autour de ces compétences-là. Mais c'est pas toujours évident parce que les adultes eux-mêmes n'ont pas développé une compréhension explicite de ces processus et compte tenu de la formation des enseignants, dont je ne dirai rien parce que je suis enregistré, mais j'en pense pas forcément le plus grand bien quand il n'y a pas de composantes de psychologie suffisantes qui sont intégrées dans ces formations, mais ça dépend des organismes de formation. Je pense que là aussi,
aussi, il y a une formation continue à avoir sur les compétences psychosociales. Donc, vous avez le lien Santé publique France. Je vous invite à aller chercher ce rapport, à aller le lire, à aller vous en imprégner. Ça vous permettra d'avoir des éléments. Je vous l'ai dit, une des problématiques qu'on a, mais c'est vrai chez les enfants, mais en particulier sur les adolescents, c'est que la représentation qu'on a des adolescents est rarement positive. C'est-à-dire que c'est vraiment une période sur laquelle on va projeter beaucoup de choses. Nous avons un biais d'ailleurs, hein, c'est pas une réalité, c'est un biais qui existe et qu'on peut documenter depuis l'Antiquité. On est convaincu que les générations d'après sont toujours pires que nous. C'est-à-dire qu'on est toujours mieux que que ce qui se fait maintenant. Nous, avant, alors il y en a qui s'en moquent, hein. Nous, avant, on n'avait pas tout ça. On interagissait, on parlait, on était capable de porter notre attention, on faisait notre voix, on était très sérieux. Qu'on soit bien clair, c'est pas ce que disaient vos parents. Vos parents disaient de vous la même chose que ce qu'on dit aujourd'hui de nos enfants. Et on serait soit dans une décadence perpétuelle depuis l'Antiquité, soit c'est effectivement simplement parce que nous avons une perception en fait des générations d'après qui est biaisée parce qu'ils sont différents. Ils ne se comportent pas de la même manière. Alors, c'est vrai qu'ils vont prendre des risques, et ça on peut le documenter, hein. Il y a plein de littérature qui montre qu'il y a une augmentation de la prise de risque. Cette augmentation, elle est plurifacturelle, plurifacturelle, n'importe quoi. Plurifactorielle, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des composantes neurologiques de maturation, mais toujours sous le guidage de l'environnement. Je vais revenir dessus. C'est aussi une période d'opportunité parce que les adultes, en fait, laissent plus de marge de manœuvre aux adolescents qui vont expérimenter un certain nombre de choses. C'est une période où on est convaincu qu'ils passent leur temps sur les téléphones portables. Ça, c'est comme ça que définissent les enfants, les adolescents. C'est des gens qui sont tout le temps sur les téléphones. C'est vrai, ils sont beaucoup sur leur téléphone. Là aussi, il va falloir qu'on questionne en fait le regard qu'on peut avoir sur les téléphones et sur l'usage des écrans. Il faut dépasser complètement les caricatures qu'on a dans la presse et qu'on a aussi chez un certain nombre de confrères. La fabrique du crétin digital, ce livre n'est pas à lire. Parce qu'il est faux sur le fond d'un certain nombre d'études qui sont proposées et des résultats qui sont mal interprétés. Lisez par exemple plutôt le livre de Nicolas Poirel, Les enfants face aux écrans, ne paniquez pas. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et puis on doit s'interroger sur nos propres pratiques et combien de temps nous on passe sur nos écrans tous les jours. Et faites la comparaison chez vous en rentrant et vous vous rendrez compte que oui. La question, c'est plutôt ce qu'on fait sur ces écrans. Est-ce que c'est du temps passé à jouer aux jeux vidéo sur lesquels on sait qu'un certain nombre de jeux vidéo peuvent avoir des effets bénéfiques en fait sur l'attention, par exemple, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Est-ce que c'est du temps à scroller des vidéos inutiles sur TikTok? Ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir et je vous invite à aller voir plutôt le rapport de la commission écran qui a été rendu à M. Macron et dans laquelle il y avait Grégoire Borst pour avoir une vraie représentation des effets que peuvent avoir les écrans plutôt que de tomber dans la caricature. Alors, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de ma présentation. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que les adolescents, c'est pas que ça. C'est pas que des éléments négatifs. C'est pas que des choses autour de la prise de risque. C'est aussi une période particulière pendant laquelle ils ont envie d'agir et ne se résignent pas. Ils ont envie de lutter contre un certain nombre d'injustices et ils sont convaincus, ou en tout cas beaucoup, ont envie en fait de changer véritablement la société. Ils sont conscients du fait que la société est dysfonctionnelle pour un certain nombre de choses. Ils sont conscients du fait qu'il y a un certain nombre d'injustices. Et à un moment donné, ils vont avoir envie de faire quelque chose. Alors là, c'est un exemple autour de la question climatique. Parce qu'effectivement, ils sont conscients, et c'est une préoccupation majeure hein, qui les concerne directement, eux et leur avenir, à savoir l'état de la planète aujourd'hui que nous leur laissons suite à nos mauvaises décisions et nos mauvaises résolutions de problèmes. Et ils ont envie d'agir. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'ils ont des spécificités socio-émotionnelles qui les prédisposent justement à la fois à la prise de risque, mais aussi à avoir envie d'agir pour la société, aussi avoir envie de se rebeller ou en tout cas de résister à des injustices sociales? Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment on les aide à mettre en place des choses. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à rester dans cette posture qui consiste à dire, écoute, termine d'abord tes études, réussis déjà tes maths, et quand tu seras plus grand et que tu seras un adulte, tu pourras agir comme bon t'en semble, ou est-ce qu'on dit, OK, je ne suis pas forcément d'accord avec l'idée, peut-être que non, mais comment on peut construire quelque chose avec vous? Et je vais aller plus loin, je pense que si on essaie de construire des solutions même à échelle réduite sur comment on peut limiter le gaspillage alimentaire, comment on peut limiter notre empreinte carbone, comment on peut travailler en fait sur ces sujets-là de manière collective au sein d'un établissement,
On va leur apprendre à résoudre des problèmes, on va leur apprendre à gérer leurs émotions, on va leur apprendre à prendre des décisions adaptées. Et tout ça, ça va permettre de développer les compétences psychosociales, d'aller chercher des connaissances aussi sur des sujets qui sont en lien avec leur travail. Donc c'est fondamental qu'on puisse faire ce genre de choses. J'invite J'invite à repenser aussi ce travail autour des compétences psychosociales sous l'angle justement d'un travail qu'on pourrait faire au sein des disciplines en mode projet sur un certain nombre de choses. Donc c'est un petit peu ce que je vais essayer. Bien sûr, je vais vous montrer beaucoup d'éléments de difficultés que peuvent avoir les adolescents, mais on garde à l'esprit que si on travaille sur cette créativité, on peut avoir des choses intéressantes. Alors, le cerveau des adolescents, c'est pas le même que l'adulte. Alors, si c'est le même que l'adulte dans les faits, mais il ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Il y a plein de changements qui vont avoir lieu. Des changements tant en matière de connexion, parce qu'il va y avoir un élagage synaptique, un élagage des connexions qui sont redondantes et qui ne sont pas utiles. Il va y avoir aussi des changements au niveau de la myéline, c'est-à-dire que le signal va aller beaucoup plus vite en fait d'un neurone à l'autre. Et tous ces changements ne vont pas se faire de la même manière dans tous les réseaux cérébraux. Et il se trouve qu'à l'adolescence, il y a il y a, comment dire, il y a un décalage de maturation entre les réseaux cérébraux qui sont impliqués dans les émotions et dans le ressenti émotionnel, donc tout ce qui va être réseau limbique, donc on va avoir le système de récompense, on va avoir le striatum ventral, on va avoir le noyau accumbens, on va avoir aussi tout ce qui est lié au réseau de la peur, ce qui vont être les amygdales, pas les noyaux amygdaliens, pas les amygdales qu'on retire quand on est petit, non, c'est ces deux petits noyaux en fait qui sont derrière le lobe temporal et qui sont très impliqués dans la peur. Donc on va retrouver une hypersensibilité en fait de ces réseaux émotionnels et en même temps les mécanismes qui permettent de contrôler, qui permettent de résister en fait à cette activité émotionnelle, cette régulation émotionnelle, ce contrôle émotionnel qui est sous-tendu principalement par le cortex préfrontal, lui, il n'est pas encore mature. Donc c'est vraiment une période de spécificité où il va se passer quelque chose d'un point de vue émotionnel. Et c'est pour ça que les adolescents, quand on les voit seuls, quand on a une composante socio-émotionnelle faible, ils se comportent pas du tout de la même manière que lorsqu'ils sont dans des contextes émotionnels particuliers, dans des contextes sociaux particuliers. Donc il va falloir prendre un petit peu en compte tous ces éléments-là. Alors, je passe sur la démonstration expérimentale, parce qu'on l'a montré beaucoup de fois dans la littérature, que effectivement, lorsqu'on présente des stimuli émotionnels, et là, c'est pas des stimuli émotionnels très importants, c'est des visages qui sourient, vous voyez, on l'a aussi avec des visages de peur, donc c'est des visages qui expriment une émotion particulière. On va avoir cette hypersensibilité émotionnelle qu'on retrouve à la fois d'un point de vue comportemental et à la fois au niveau des activations du noyau accumbens. Donc, ce visage émotionnel qui déclenche automatiquement un comportement d'approche, et ça c'est vrai, j'ai envie de vous dire à peu près partout, c'est déjà un beau message, je trouve, quand quelqu'un vous sourit, tout de suite ça donne un comportement d'approche. C'est encore plus fort chez les adolescents. À ceci près que c'est pas non plus un truc où ils vont venir par vous faire des câlins, et ça dépend quand même des contextes. C'est-à-dire que si vous êtes dans le métro, un sourire ne déclenche absolument pas un comportement d'approche. Mais on va avoir une hypersensibilité en fait du noyau accumbens dans ce type de tâche réalisée en IRM fonctionnel. Et cette hypersensibilité, on la retrouve à l'adolescence et elle est plus importante que chez les enfants et que chez les adultes. Donc, on va avoir toute une série d'études en fait qui vont montrer comment le cerveau réagit davantage aux émotions chez les adolescents et dans le même temps comment la nature des stratégies de contrôle et de régulation des émotions qu'ils vont pouvoir mettre en place n'est pas complètement mature. Il va y avoir besoin de beaucoup d'apprentissage en fait sur leurs expériences émotionnelles, mais aussi on peut expliciter ces apprentissages-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir leur donner des clés pour mieux réguler leurs émotions, pour mieux comprendre leurs émotions et être capable d'y faire face. Et surtout éviter des stratégies de régulation qui marchent pas du tout, hein. La rumination, par exemple, ça fonctionne pas du tout. Supprimer les réponses émotionnelles, ça marche pas du tout. Tout ça finit par revenir. Et travailler vraiment sur cette régulation au sens de réinterprétation cognitive en fait des situations et de prise de distance par rapport aux situations. On peut aussi mettre en place tout un tas d'éléments qui permettent de dialoguer, de comprendre, etc. Et ça, mon conseil le plus important, c'est de le faire quand on n'est pas exposé encore à cet élément émotionnel. Parce que travailler sur la colère quand les gens sont déjà en colère, en train de se prendre la tête, voire même de se battre, en fait, c'est pas le moment de travailler sur les colères. Il faut toujours travailler les choses en amont, en période de paix, discuter de ce que peut être la colère, de comment on réagit en colère, de comment on peut mieux réagir et de comment on peut mettre en place un dialogue une fois qu'on a été en colère et qu'on a pu redescendre, etc. Donc, il y a tout un travail qu'on peut faire avec les adolescents avant
qu'il y ait une situation difficile. Et si on travaille sur ces choses-là avant, on a beaucoup plus d'efficacité que si on le fait le moment venu quand on est confronté au fait. C'est vrai pour les émotions, il y a d'autres émotions plus complexes. C'est le cas par exemple du regret, et c'est dommage parce que le regret, il a vraiment un rôle clé. Être capable d'anticiper le regret, ça nous permet de limiter en fait notre prise de risque. Et ben le regret, qui est une émotion qu'on dit contrefactuelle, c'est-à-dire que c'est la comparaison entre ce que vous avez obtenu et ce que vous auriez pu obtenir si vous aviez fait un autre choix. C'est pour ça que je vous montre le métro en fait comme illustration. C'est typiquement ce qui se passe quand le métro s'arrête. J'ai rien contre la RATP, hein. Je précise que j'ai rien contre la RATP. Je n'avais pas d'exemple dans les îles. Donc je reprends en fait cet exemple-là. Mais le métro s'arrête pour une durée indéterminée. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez de rester et d'attendre, soit vous décidez de partir, mais ça veut dire qu'il y a un coût. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire des détours, de passer par un endroit et un autre. Ça va être plus coûteux. Et ce qui vous dérange, c'est pas tant juste ce coût, c'est d'imaginer que vous êtes parti, que vous êtes lancé pour aller essayer de récupérer un bus et que finalement, le métro est reparti et que vous auriez mieux fait d'attendre. Et donc, ce regret, en fait, il est là. Il est dans cette comparaison entre ce que vous avez obtenu et ce que vous auriez pu obtenir si vous aviez fait autre chose. Et plus vous allez attendre, plus vous allez anticiper le regret, plus vous allez avoir envie de rester, en fait, dans le métro parce que vous dites, je pars et finalement, il repart et en fait, j'arrive pas à prendre cette décision. Bon, je vous donne un conseil quand vous êtes dans le métro et qu'on vous dit retard indéterminé, fuyez. Ne restez pas. C'est une heuristique qui est beaucoup plus simple, ça veut dire qu'il ne va jamais repartir tout de suite. Souvent, si vous n'imaginez pas le nombre de fois où je l'ai entendu, je l'entends encore, hein, les adolescents sont des crétins, je vous dis, la fabrique du crétin digital, c'est aussi presque plaisant pour les adultes de considérer et de pointer de doigt les autres, parce que dès lors qu'on dit que les adolescents sont des crétins, on a tendance à se sentir un peu mieux, nous, d'être un peu moins des crétins. Alors, j'ai envie de vous dire, les adolescents sont des crétins, mais nous aussi, nous sommes des crétins. Nous aussi, adultes, nous sommes des crétins, et nos capacités de raisonnement sont très loin d'être aussi importantes que le pensait Piaget, par exemple. Et nous aussi, nous avons des faiblesses dans notre argumentation et dans notre compréhension du monde. Je vous donne un exemple hein, que je vous invite à. Alors là, c'est pas très interactif parce que je suis pas avec vous, mais je vais essayer de prédire un petit peu les résultats que vous avez. Vous achetez un cheval 50 euros et vous le revendez 60. Une semaine après, vous rachetez ce même cheval 70 et vous le revendez 80. Combien avez-vous gagné d'argent? La compétence minimale, addition, soustraction. Et pour autant, chez les adultes, j'ai pas 100% de bonnes réponses. Très très loin de là. J'ai trois types de réponses en fait que je retrouve. J'ai ceux qui vont me dire zéro. J'ai jamais compris le zéro. Je le dis à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi le zéro. Je le vois plus comme un rejet. Dire non, on n'a rien gagné, laisse tomber. Garde le fric, c'est trop compliqué. Celle que j'ai le plus souvent, c'est 10. Mais c'est aussi une mauvaise réponse. 10, ça marche pas. La bonne réponse, c'est 20 euros. Pourquoi? Parce que le premier cheval, je l'achète 50, je le revends 60, j'ai gagné 10. Le deuxième cheval, je l'achète 70, je le revends 80, j'ai gagné 10 aussi. 10 plus 10 égale 20. Le compte est bon. Et bien la plupart du temps, c'est pas ce qu'on fait. On va se focaliser, on va focaliser notre attention sur un élément négatif, et comme le négatif est ressenti plus fortement que le positif, ça va avoir une incidence véritablement. Le premier, on est d'accord, on a gagné 10, mais une semaine après, je le rachète 70. Donc j'ai gagné 10 et je repère 10. Parce que c'est la différence entre 60 et 70. Et je regagne 10. 10 moins 10 plus 10 égale 10. Là, c'est une mauvaise réponse. Et là, vous focalisez, imaginez que ce sont des chevaux différents. Ce sera plus simple, imaginez que c'est deux chevaux différents. Alors je sais que j'en ai toujours qui me disent, mais non, c'est le même, mais c'est deux chevaux différents. 10 plus 10. Là, le problème, en fait, c'est qu'on se focalise en fait sur le fait qu'il y a un coût en fait à leur acheter 70. On a perdu 10 euros. Et quand on perd 10 euros, ça attire notre attention parce que nous sommes câblés, ou en tout cas dans l'apprentissage, nous apprenons très très tôt à surréagir aux éléments négatifs. C'est-à-dire que quand on le mesure en économie expérimentale, en fait, un résultat négatif a deux fois plus d'impact psychologique qu'un résultat positif. Donc il faut deux résultats positifs pour compenser en fait l'activité, l'activation en fait d'un résultat négatif. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, qu'on peut modéliser avec
avec de l'argent par exemple, mais c'est quelque chose qui est très très fort et qui est présent très très tôt hein, chez les enfants. Vraiment, ça ne veut pas dire qu'ils vont utiliser le feedback négatif, c'est juste qu'ils le ressentent plus fortement. Donc faites attention. Chez les adultes, un feedback négatif, c'est une valeur informative très très forte. Ça indique qu'il faut stopper, qu'il faut changer, qu'il faut faire autre chose. C'est pas vrai chez les enfants. Chez les enfants, il y a besoin au contraire de feedback positif. C'est ça qui a le plus de valeur informative. Mais ils ressentent ce négatif, vous ressentez ce négatif, et c'est ça qui vous pose à porter un peu trop votre attention sur cette perte-là, qui n'est en réalité pas une perte et qui s'annule en fait lors de la dernière phrase. Des problèmes comme ça, je pourrais vous en proposer 200. Il n'y a aucun souci. Ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire que nous avons des normes de la logique et on est capable de décrire en philosophie de l'esprit, on peut décrire, mais aussi en théorie de la prise de décision, on peut décrire en fait une forme rationnelle de pensée. Alors, on a les règles de la logique déductive qu'on va emprunter chez Aristote, les syllogistes, tout ce que vous voulez. On a tout un tas, le raisonnement conditionnel, mais on a aussi des règles probabilistes, on a la prise de décision, la théorie de l'utilité, on a tout un tas de règles et de normes, en fait, qui nous disent, OK, si on est rationnel, voilà comment nous devons travailler. Et il se trouve que les psychologues, sous l'impulsion, alors pas que des psychologues. C'est aussi sous l'impulsion, par exemple, de Maurice Allais, prix Nobel d'économie à Paris, en France, le premier à avoir remis en question l'approche axiomatique, rationnelle de la prise de décision américaine. C'est pas un psychologue, mais il va faire une tâche expérimentale de psychologie qu'il va proposer pour montrer que nous ne suivons pas ces règles logiques. Il y a des normes, il y a une approche normative. On est capable de dire si on est rationnel, voilà ce qu'on doit faire. Et c'est vrai, quel que soit le domaine du raisonnement. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on dévie systématiquement. C'est pas du tout ce qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est pas comme ça qu'on pense en fait. Notre cerveau, et c'est tout le travail sur ces biais. C'est pour ça qu'on dit biais. Biais, c'est une tendance systématique à dévier des règles de logique. Et on dévie tellement que parfois, en fait, on utilise carrément des modes de raisonnement différents, des espèces de raccourcis mentaux on appelle des heuristiques. Et si nous utilisons ces heuristiques, c'est parce qu'elles sont très efficaces en fait. Hyper efficaces pour pouvoir prendre des décisions rapidement. C'est hyper adaptatif en fait de se focaliser sur les pertes. Donc la plupart du temps, ça marche et on en a besoin de ces heuristiques. N'allez pas croire que on devrait, et que notre monde c'est meilleur si on était complètement rationnel. Si on a cette forme d'irrationalité, c'est parce que les psychologues vont s'intéresser à ces cas particuliers, mais la plupart du temps, ça marche. La plupart du temps, notre cerveau parvient à faire ces raccourcis et ces raccourcis sont efficaces. Mais pas toujours. Et quand ils ne sont pas toujours efficaces, bah parfois, on prend des décisions complètement absurdes. Et on a énormément de décisions absurdes qui existent et qui peuvent être décrites dans la littérature. Des biais, on peut en décrire à peu près 150, donc il y a vraiment beaucoup de biais qui ont été décrits dans la littérature. On ne peut pas tous les connaître, mais ils ont une incidence réelle derrière. Si on n'agit pas en faveur de l'environnement, c'est aussi en partie parce que nous sommes biaisés. Si nous avons des difficultés à détecter des fausses informations ou à résister à des arguments complotistes, c'est parce que, en partie, nous avons tendance à suivre un certain nombre de biais cognitifs. Donc, ces biais cognitifs, ils sont à la fois importants pour l'adaptation et à la fois, il faut développer un mécanisme qui permette, quand c'est nécessaire, de détecter qu'on est biaisé et de permettre derrière d'y résister. Est-ce que les adolescents sont capables de se contrôler? Tout ça pour vous dire, excusez-moi, les adolescents aussi vont tomber dans des pièges. Mais à partir de 15 ans, on a à peu près un plateau. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, en fait, ils réussissent aussi bien, ou j'ai envie de vous dire, ils réussissent aussi mal que vous à pouvoir raisonner. Donc, ils raisonnent de la même manière que les adultes. Donc, il ne faut pas considérer que les adolescents sont des crétins. Sinon, nous sommes nous aussi des crétins. En réalité, c'est pas vrai. On a juste différentes façons de traiter l'information. Et on a un système intuitif et heuristique qui est très présent et que parfois, on a des difficultés à le contrôler. Mais cette idée que les adolescents seraient des crétins et que nous, on serait des espèces de génies, est à la fois historiquement complètement absurde et à la fois psychologiquement pas du tout la réalité. Et d'ailleurs, on le voit bien pendant le Covid, par exemple, il y a tout un tas de biais qui ont eu une incidence sur notre perception, en fait, des éléments. Mais je ne rentrerai pas dans les détails de ces choses-là, c'est des choses dont on pourrait discuter à d'autres moments. Est-ce qu'ils ont des difficultés à se contrôler? Oui, ils vont avoir parfois des difficultés à se contrôler, mais pas n'importe quand.
Essentiellement, on est il y a une composante émotionnelle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette composante émotionnelle, s'il n'y a pas cet enjeu émotionnel et social, quand ils sont dans des situations, j'ai envie de dire, seuls, face uniquement à leur copie, ils vont s'en sortir beaucoup mieux que lorsqu'ils ont cette composante émotionnelle. Ça, on a pu le détecter, enfin le montrer avec ma collègue Ania Hit, où on les exposait soit à un Stroop classique que vous connaissez, c'est-à-dire que là, vous devez lire la couleur de l'encre. Mais cette couleur de l'encre, en fait, enfin, vous ne devez pas lire, justement, vous devez identifier la couleur de l'encre et faire abstraction de la lecture. Sauf que c'est très difficile de faire abstraction de la lecture. Ça demande de mettre en place des processus d'inhibition, de résister, en fait, à. Et cette résistance, ce processus d'inhibition, il est coûteux. C'est pour ça, ça c'est un score d'interférence. Plus vous êtes élevé, moins bon vous êtes, justement, dans ces situations d'incongruence. Et vous voyez bien que les enfants ont plus de difficultés que les ados et que les adultes. Donc, il y a un développement assez linéaire, en fait, de cette capacité à contrôler. Ça, c'est quand il n'y a pas de composante émotionnelle. Quand vous rajoutez une composante émotionnelle, et ici on a repris des visages, et on a une interférence entre l'identification du visage, qui est la tâche de faire, on identifie l'émotion qui est véhiculée par le visage et l'émotion qui est inscrite en dessous. Là, cette fois-ci, on a cette composante émotionnelle, on voit apparaître une spécificité des adolescents. Ils vont avoir plus de difficultés à se contrôler dès lors qu'on est dans des contextes émotionnels. Et vous voyez bien que je n'ai pas fait un contexte émotionnel très très saillant. Alors imaginez quand le contexte socio-émotionnel, c'est la présence de leurs camarades, c'est les camarades qui ont des injonctions particulières. Là, ça devient beaucoup plus difficile à se contrôler. Et c'est cette capacité d'inhibition chaude et pas la capacité d'inhibition froide qui est liée en fait à la réduction de la prise de risque derrière chez les adolescents. Donc, quand on va parler de prise de risque et de contrôle, c'est pas n'importe quel contrôle en fait, c'est ce contrôle dès lors qu'il va y avoir une composante émotionnelle qui est impactée. Donc, on ne peut pas comprendre les adolescents si on ne prend pas en compte cette composante émotionnelle et cette composante sociale, ça n'a pas de sens. Par contre, les adolescents sont parfaitement capables de prendre en compte, en fait, dans une prise de décision adaptée, j'ai envie de vous dire, ils sont capables de prendre en compte à la fois les conséquences de leurs actions et à la fois les probabilités. Ça, on a pu le montrer plein de fois. Par contre, il va y avoir une difficulté à apprendre de leurs erreurs. Apprendre en fait des expériences qu'ils vont avoir. C'est pas qu'ils ne sont pas sensibles en fait au feedback, c'est qu'ils ont des difficultés d'apprentissage. Et donc là aussi, il va falloir essayer d'expliciter davantage les choses pour pouvoir les aider à apprendre. Là, on l'a montré dans une petite tâche toute simple, c'est une tâche où on leur fait gonfler des ballons. Plus ils gonflent des ballons, plus ils obtiennent des points. Et ils doivent pas aller trop loin, parce que s'ils vont trop loin, ils risquent de faire exploser le ballon et de perdre tous leurs points. Donc c'est vraiment jusqu'à où en fait je m'engage, et plus je vais m'engager, plus je vais prendre le risque en fait d'avoir de tout perdre. Et à tout moment, je peux décider de m'arrêter, de sauvegarder mes points dans une cagnotte définitive. Donc on essaie de voir ceux qui prennent le risque ou ceux qui décident en fait de s'arrêter pour sauvegarder leurs points. Et il y a deux conditions. Une condition dans laquelle on leur donne les informations sur le niveau de résistance de ballon, la probabilité que le ballon puisse exploser, et une condition dans laquelle on cache cette information-là. Eh ben, les adolescents, contrairement aux adultes, en fait, lorsque, lorsqu'ils sont informés, lorsqu'ils ont toutes les indications, donc dans cette condition informée, ils s'en sortent très bien, ils s'en sortent aussi bien que les adultes, ils prennent pas plus de risques que les adultes. Donc à la fin, ils ont le même nombre de points, ça ne change pas. Par contre, quand ils sont dans une situation où ils n'ont pas les informations et qu'ils doivent apprendre en fait de leurs erreurs, autant les adultes, ils s'en sortent aussi bien au fur et à mesure de la tâche, ils sont capables de mettre en place cet apprentissage, autant les adolescents, ils ont plus de difficultés. Ils ressentent les gains, ils ressentent les pertes, mais l'apprentissage qui leur permet en fait d'ajuster leur comportement par la suite et qui lui aussi est sous-tendu en particulier par le cortex préfrontal ventromédian. Ça, on le sait depuis les travaux d'Antonio Damasio, qui est une des dernières régions à être mature chez les adolescents. Et ben, ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Donc, on ne peut pas réduire uniquement la prise des risques à l'adolescence juste à une composante émotionnelle. Il faut intégrer aussi la façon dont on va pouvoir apprendre sur cette base émotionnelle à essayer d'éviter les mauvais choix. Donc, les émotions, et ça on le sait depuis longtemps, c'est pas uniquement ce qui va pousser à la prise de risque et à des décisions absurdes. Non, les émotions, elles peuvent être fondamentales dès lors qu'elles sont intégrées dans le processus d'apprentissage. Est-ce que les adolescents sont des moutons? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent et je n'ai pas toujours la réponse, si ce n'est de vous dire que oui, ce sont certainement des moutons, mais j'ai envie de vous dire comme nous. On est tous des moutons. On est tous sensibles au conformisme social. Et ça, c'est pas une première, ça date des travaux initiaux de H en psychologie sociale, qui sont vraiment fondateurs de la psychologie sociale, carrément, c'est de réussir à montrer
que les décisions qu'on va prendre en présence d'individus, en présence de nos camarades ou de nos pairs, ne sont pas les mêmes en fait que celles que nous prenons seuls. La tâche initiale qui a été faite chez les adultes, en fait, elle consistait à prendre en compte en fait à y déterminer. Vous avez une barre à gauche et vous devez déterminer parmi les trois autres barres celle qui est de la même longueur. Donc voilà une tâche. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est explicite, c'est pas subtil, on sait quelle est la bonne réponse. Et quand le sujet il commence, il sait très bien la bonne réponse. Par contre, ce qui se passe, c'est que tous les gens qui sont venus avec lui, dont il pense que ce sont des participants à l'expérience comme lui, en fait, ce sont des complices de l'expérimentateur. Et qu'à un moment donné, déterminés à l'avance, ils vont tous identifier une mauvaise réponse. Ils vont cibler vers la mauvaise barre. Pas tout le temps, sinon ils comprendraient. Mais à un moment donné, ils ciblent vers la mauvaise barre. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a un changement. Dans 30% des cas, on change la réponse alors même qu'ils sont convaincus de ce qui c'est. Tous ces travaux-là, et il y en a des centaines et des milliers de travaux qui ont été faits sur le conformisme social en psychologie sociale, ils n'ont pas été faits chez les adolescents. Ils ont été faits chez les adultes. Donc nous, adultes, nous sommes sensibles au conformisme social et c'est très difficile en fait de résister tout le temps au conformisme social. Ça n'a pas de sens, et encore moins chez les adolescents, parce que les adolescents, ce conformisme social, il a une signification particulière. Si vous ne vous conformez pas à un groupe, si vous êtes sans cesse en opposition avec le groupe et les normes véhiculées par le groupe, c'est-à-dire ce qui valorise, bah, vous allez vous faire rejeter de ce groupe. Et l'exclusion sociale, c'est quelque chose qui est très dur à supporter pour les adolescents. Donc ils évitent ce phénomène d'exclusion sociale le plus possible, en fait, les adolescents, ça fait mal. Donc ils vont tout faire pour minimiser les risques de se faire exclure. Et donc, ils vont chercher, aussi dans une construction identitaire, à aller vers les comportements qui sont valorisés par leur père, PIRS, hein, pas leur papa. Donc, ils vont aller vers ces comportements qui sont valorisés par leur père. Donc, d'une certaine manière, ce sont des moutons, mais comme nous sommes aussi des moutons. Et j'entends bien que pour beaucoup, on vous dit, ah non, moi j'ai un esprit critique, je ne suis pas un mouton, je suis différent, je suis anticonformiste. Non, même en étant anticonformiste, on suit en fait. On se conforme à la norme des anticonformistes. Donc, on n'arrive pas à l'éviter, ce conformisme social, sauf à en avoir conscience. C'est-à-dire que la première chose, c'est d'avoir conscience qu'il existe un conformisme social auquel nous pouvons être vulnérables. Deux, être capable en fait d'identifier les situations où nous agissons en nous conformant alors que ça vient entrer en contradiction avec nos valeurs. Donc ça implique de discuter aussi des valeurs. Et une fois qu'on a identifié ces situations, d'avoir suffisamment d'affirmation de soi pour pouvoir dire non. Donc il ne faut pas dire non tout le temps, sinon on risque de se faire exclure. Mais c'est de prendre ce risque de se faire exclure quand vraiment c'est en désaccord avec nos valeurs et de pouvoir affirmer et réussir à avoir suffisamment d'affirmation de soi pour pouvoir dire non. Et bien là, je lance une petite réflexion derrière. Quand est-ce que dans la classe, on les aide et on leur apprend à dire non? Pas souvent. Parce qu'on a envie qu'ils disent oui. Oui à tout ce qu'on leur demande, qu'ils se conforment aussi aux normes qu'on a édictées, qui rentrent dans les cases parce qu'il y a le brevet des collèges à la fin. Et que c'est ça qui va conduire à les évaluer. Bah, je vous assure que si notre objectif est de former des citoyens, à un moment donné, il faut aussi leur apprendre à dire non, à définir leurs valeurs et à se battre en fait, enfin se battre, pas physiquement, peut-être à débattre justement, et littéralement ne pas se battre, à débattre en fait de ces valeurs pour pouvoir les porter et surtout ne pas accepter de suivre un collectif d'individus dès lors que ça ne rentre pas en accord avec nos valeurs. Ça, c'est un travail sur des compétences psychosociales qu'on peut faire même si on n'est pas dans cette situation-là, parce qu'on peut s'interroger sur ces valeurs, on peut identifier ce qu'est le conformisme, on peut voir comment on est sensible au conformisme et dans quel contexte ça a pu avoir des conséquences dramatiques et comment parfois en fait on peut faire ce petit pas de côté et travailler sur des exercices pour pouvoir le faire au fur et à mesure. Si on peut faire tout ça, ça a une vraie incidence derrière sur les choses. Pourquoi? Parce que c'est aussi ça qui pousse les comportements à risque. Les adolescents, quand ils sont seuls, hein, là c'est une tâche de conduite automobile hein, qui a été utilisée. Les adolescents, quand ils sont seuls, en fait, ils prennent pas plus de risques que leurs camarades et que les adultes, ils prennent autant de risques. Quand vous rajoutez la présence de leur père, lorsque leurs deux adolescents sont derrière eux en train de regarder ce qu'ils font, là on a une augmentation de la prise de risque. On a une augmentation de la prise de risque et une stimulation en fait du réseau de la récompense.
Mais on s'est rendu compte que ça dépendait en fait de la représentation qu'ils ont, de la norme sociale qui est valorisée. S'ils pensent, c'est un peu comme si c'est ça, enfin, c'est pas aussi explicite que ça, mais c'est comme si leurs pères qui sont derrière eux n'ont pas besoin de parler. C'est-à-dire que s'ils pensent que leurs pères PARS vont valoriser le fait de prendre des risques, ils vont avoir tendance à se conformer à ça. Si par contre ils pensent que la personne derrière va valoriser le fait de faire de la prudence, ils vont se conformer à ça. C'est le cas d'ailleurs quand cette fois-ci c'est un adulte ou en particulier leur mère. On fait la même expérience avec leur mère. Quand c'est leur mère qui est présente, on a une diminution de la prise de risque et on a une augmentation du contrôle parce que ils se conforment à la norme en fait et à ce qui est valorisé par leur mère. Donc, on ne peut pas comprendre la prise de risque si on ne comprend pas en fait le conformisme social et si on ne comprend pas comment et pourquoi ils ont besoin de se conformer à la norme de valorisation. Ils ont besoin d'aller vers un sentiment d'appartenance dans un groupe et avec une grande peur en fait de se sentir exclu ou de se faire exclure. Mais par contre, on peut travailler avec eux sur ces éléments-là, sur cette compréhension de ces choses-là et travailler sur l'affirmation de soi de manière à ce qu'on puisse, quand ça heurte nos valeurs, c'est-à-dire finalement, j'ai le droit de dire non. Et en plus, ils vont se rendre compte qu'ils ne vont pas nécessairement être exclus du groupe. Alors, si on écoutait davantage les adolescents, je vais conclure sur cette question-là dans les 5 minutes qui nous restent, parce qu'on pense vraiment que les adolescents ont des spécificités socio-émotionnelles de stimulation qui peuvent être bénéfiques. Parce que, par exemple, les adultes, ils ont cette réactivité émotionnelle, par exemple, dans le climat, lorsqu'on leur présente les conséquences, ils réagissent, mais avec le temps, avec très peu de temps, quelques heures, en fait, il y a une diminution de cette réactivité émotionnelle, ce qui fait qu'on passe pas du tout à l'action, on passe à autre chose. Chez les adolescents, cette réactivité émotionnelle a tendance à perdurer dans le temps. Et donc, c'est parfois un inconvénient pour la prise de risque, parce que stimulation du réseau de la récompense, ça peut les conduire à faire plus de risques, mais pour l'engagement, pour la volonté de construire des choses et d'essayer de changer le monde. Au contraire, ça peut être un effet très bénéfique. Et nous, adultes, on a peut-être à travailler avec eux pour leur donner les outils qui leur permettraient de stimuler une autre compétence psychosociale, qui est la créativité. Alors, comment on peut soutenir la créativité des enfants? Je ne vais pas vous donner 1 milliard d'éléments en quelques minutes. C'est trop court pour pouvoir le faire, mais je vais vous l'illustrer avec un problème. Si vous essayez de faire en sorte qu'un œuf de poule lâché d'une hauteur de 10 mètres ne se casse pas, vous allez automatiquement. Voilà, ça c'est une situation où je vous demande d'être le plus créatif possible. Il y a un certain nombre d'idées qui vont vous venir à l'esprit automatiquement. Vous allez penser à ralentir la chute, parachute, à protéger l'œuf, à amortir la chute. Et bien ça c'est le problème, c'est que toutes ces idées, ces heuristiques de conception, elles ont tendance en fait à nous ancrer, à provoquer ce qu'on appelle un effet de fixation, et on est bloqué sur ces idées. Et comme tout le monde les donne en fait, et que c'est les mêmes idées pour tout le monde, elles sont peut-être efficaces, mais c'est pas très original et créatif. Donc pour pouvoir sortir du cadre, il faut être en mesure d'identifier justement ces effets de fixation. C'est vrai pour la tâche de l'œuvre, c'est vrai aussi par exemple quand il s'agit de faire en sorte de limiter le gaspillage alimentaire. On vient de montrer dans une étude que il y avait 4 catégories de solutions qui étaient données sur les 25 qu'on a pu générer, et que ces 4 catégories de solutions qui sont données par les adultes, elles sont aussi données en fait par des enfants de CE1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants de CE1 ont à peu près les idées aussi créatives et riches que des adultes à l'université. Alors, ça, je le dis de cette manière-là. En réalité, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est que c'est tellement pauvre en créativité que vous avez le niveau en fait d'enfant de CE1. Et je pense que pour un certain nombre de décideurs publics, on n'est pas très loin en fait de ces choses-là, puisqu'on a pu montrer que ces effets de fixation existaient aussi chez des experts. Alors que d'autres solutions en fait sont atteignables et qu'on peut travailler. Je vais passer très rapidement là-dessus. On peut travailler en fait avec les adolescents et les enfants en classe pour essayer de mettre en place des outils pour stimuler leur créativité. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est quels sont les outils que vous mettez en place pour stimuler la créativité des élèves? Un, quelle compréhension vous avez de la créativité? Parce que potentiellement, c'est la première fois dont vous entendez parler des effets de fixation. Or, c'est vraiment un phénomène de blocage cognitif qui nous empêche de sortir du cadre, qui nous empêche d'explorer. C'est pas si simple que ça d'être créatif. Mais il existe des outils. Ces outils existent. On peut les déployer dans la classe. Ils ont des effets. Euh, on est actuellement en train de publier justement cet article sur les effets bénéfiques en fait de ces outils, et cette méthode que nous avons utilisée est en train d'être utilisée pour évaluer toute la créativité dans 13 pays qui ont utilisé un PISA créativité, puisqu'il existe un PISA sur la créativité. Et je vous le donne dans le mille. La France, on est très très loin d'être dans le top des pays sur PISA Créativité, parce que résoudre des problèmes, c'est très compliqué pour les élèves. Résoudre des problèmes quand on n'a pas de solution évidente, c'est encore plus difficile. Et ça, on ne les entraîne pas du tout à faire ça.
Donc il y a un enjeu à les outiller cognitivement pour qu'ils puissent penser justement cette créativité, mais pour ça, il faut qu'on puisse avoir des formations sur la créativité. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais ça fait partie des éléments qui sont fondamentaux. Changeons notre regard sur l'adolescence, c'est un petit peu la conclusion que je voulais vous donner. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, si ils ont des difficultés de régulation émotionnelle, il va falloir qu'on les aide et qu'on les outille aussi pour penser ça. Donc, il faut être capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Si on n'est pas capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent, en fait, arrivent les insultes, arrive la colère, arrive la violence, en fait. Elle est aussi parce que je ne peux pas exprimer ce que je ressens, mais l'autre n'est pas capable d'apprendre ce que je ressens. Donc il y a aussi une relation interpersonnelle à avoir, de compréhension que mes émotions sont différentes des autres, que l'autre peut ressentir quelque chose de différent de moi. Il y a tout un travail à faire sur cette régulation des émotions et quel type de stratégie on peut mettre en place derrière. De la même manière, ça implique être capable de communiquer. Comment je fais pour communiquer avec l'autre de façon à ce que ce soit pas agressif, de façon à ce qu'il ne, ça ne déclenche pas de conflit, de façon à ce qu'il puisse comprendre mon point de vue, mais que j'essaye pas d'imposer ce point de vue. Il faut être aussi capable de dire non et de dire bah non, j'ai le droit de ne pas vouloir agir. Et pour ça, ça implique de comprendre ce qu'est le conformisme social, de comprendre ce que c'est que de l'affirmation de soi, et que nous, adultes, nous puissions aussi accepter à un moment donné que les enfants et les adolescents ne soient pas uniquement soumis à notre autorité. Nous passons notre temps à être dans un système de soumission à l'autorité et à les reprendre et les remettre dans le cadre parce qu'ils ont osé proposer quelque chose de différent. Il faut penser des citoyens qui ne soient pas juste des moutons comme nous on aimerait qu'ils soient parce qu'on a dit que c'était comme ça que ça devait être, mais aussi des citoyens qui peuvent penser critiquement, remettre en question un certain nombre d'idées reçues. Je vais vous donner aussi en plus une vidéo que je viens de faire pour les adolescents sur la question des biais cognitifs et dans lequel je parle aussi de l'esprit critique et d'un certain nombre de ces biais sociaux. Ça vous donnera aussi des éléments. On vient de le faire sur plusieurs milliers de classes, enfin d'élèves. Je pense que c'est quelque chose qui pourra être utile. Avoir cet esprit critique et cette résistance aux biais cognitifs, c'est fondamental aujourd'hui. Et ça, on a pu le montrer aussi au sein de mon laboratoire. C'est fondamental pour montrer enfin, pour résister en fait à la désinformation, tant sur les fake news que sur comment dire, les théories du complot. Il faut apprendre à écouter son adolescent ou apprendre à écouter les adolescents, apprendre à essayer d'arrêter de leur dire non tout le temps, mais d'essayer aussi de construire sur leurs idées, de travailler avec eux. Il faut réussir à pouvoir le faire. Et donc là aussi, il y a comment on fait pour agir sans juger. Nous sommes victimes de nos propres biais sociaux d'explication du comportement que je n'ai pas pu vous présenter, mais que vous verrez dans l'autre vidéo si vous le souhaitez. On a essayé de synthétiser tout ça, c'est pas juste pour faire de la promotion pour notre livre. Je vous assure, on touche très peu d'argent sur ce livre-là. C'est pas la question, mais par contre, c'est le seul bouquin qu'on connaît en fait qui parle en fait du cerveau des adolescents. On en parle très peu du cerveau des adolescents et surtout qui a été écrit pour les adolescents. Donc en réalité, c'est pas pour vous que je vous le propose, mais je vous invite quand même à l'acheter pour pouvoir le regarder ou à le récupérer pour pouvoir le regarder. Mais c'est plutôt pour les adolescents avec l'idée que s'ils comprennent mieux comment il fonctionne, ils arriveront peut-être mieux à se réguler et mieux à avancer et progresser. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je ne peux pas répondre à vos questions parce que je ne suis pas là, mais il y a d'autres conférences, il y a d'autres éléments et je vous invite à suivre par exemple ce qu'on appelle le 21 du Lapsidé, qui est un bloc de vulgarisation qui est dans notre laboratoire et qui est fait par les doctorants et qui est très intéressant sur tout un tas de sujets. Il y en a par exemple sur les écrans, allez-y. Il y a des podcasts maintenant sur ces sujets. Et sinon, sur la créativité plus spécifiquement, je vous invite à aller voir le site du Corécré. Vous tapez Corécré, C-O-R et CRE dans Internet, vous allez tomber dessus, où là, il y a beaucoup de diffusion aussi d'informations, avec aussi des chercheurs qui viennent discuter avec des professionnels du terrain. Donc, documentez-vous. Il y a plein de ressources sur Canopé qui sont sorties sur ces sujets-là aussi. Vous avez aujourd'hui plein de ressources et donc il y a à repenser, à concevoir et explorer comment on peut mettre en place des choses en classe. Marianne Habib est en train de déployer tout un programme à destination des enseignants pour aider à travailler sur les émotions et les compétences psychosociales des adolescents. D'ici un an, on devra avoir une évaluation qui nous permettra de le déployer davantage. Et Rebecca Shankland, un autre nom que je vous invite à aller voir, a fait beaucoup de travaux sur les compétences psychosociales, en particulier chez les petits et les très petits avec Thomas Villemontex. Et là aussi, ils ont beaucoup de données et beaucoup d'outils qui ont été conçus pour les enseignants et qui sont à disposition. Donc, aujourd'hui, vous avez énormément de choses qui existent et qui ont été mises en place pour vous. Faites en sorte de les utiliser
Et je vous souhaite le meilleur, en tout cas pour ce colloque de travail et cette excellente initiative. Et je suis encore désolé de ne pas avoir pu être là, mais je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci à vous pour votre attention et je l'espère, à bientôt. Au revoir.